Bonjour, bienvenue dans ce face-à-face consacré aujourd'hui à l'ONU. Ce week-end s'est ouverte à New York la 62e Assemblée Générale des Nations Unies avec un programme très chargé. Les leaders internationaux étaient conviés à plusieurs réunions multilatérales. Afghanistan, Iran, règlement au Darfour, contrat international d'objectifs pour l'Irak. Hier se tenait aussi une réunion du Quartet pour le Proche-Orient, États-Unis, Union européenne, ONU, Russie, avec le tout nouvel émissaire Tony Blair. Aujourd'hui, le chef de l'ONU, Ban Ki-moon, présidera une réunion de haut niveau où 81 chefs d'État ou de gouvernement sont attendus. Alors, une assemblée générale, d'accord, mais pourquoi faire? L'ONU a-t-elle fait ses preuves en matière de résolution de conflits? Ces résolutions sont régulièrement bafouées, au point qu'on peut s'interroger, le monde est-il meilleur grâce à l'ONU? Nous allons le demander à nos deux invités. Nous allons leur demander d'ailleurs un petit effort d'imagination pour imaginer un monde avec et sans l'ONU. Bonjour Christophe Ayad. Bonjour. Vous êtes grand reporter à Libération, spécialiste du Proche-Orient, et vous êtes aujourd'hui en face d'un spécialiste de l'Afrique, Antoine Glaser, bonjour, bonjour. Qui est bienvenue sur ce plateau, rédacteur en chef de la Lettre du Continent. Alors à tous deux, 62e édition de l'Assemblée Générale, on l'a dit, est-ce qu'elle va aider à la résolution de certains conflits? C'est pas là que ça se passe. L'Assemblée Générale, c'est une sorte de grand show où on vient faire son numéro d'acteur, prendre un peu la température, voir les nouvelles têtes, et puis se rencontrer dans des endroits un peu tranquilles pour discuter des vrais problèmes. Mais ça, c'est des processus qui se passent pendant toute l'année. Là, l'avantage, c'est que vous avez tous les responsables, donc tout type de rencontre est possible. Beaucoup plus de rencontres sont possibles. Maintenant, si vous voulez que quelque chose soit résolu, en général, il vaut mieux pas en parler en public. Mais à l'ONU, il vaut mieux en parler quand même. Globalement, vous pensez que l'ONU aide à la résolution de certains conflits? Au-delà de la diplomatie hôtelière, Christophe Ayad a raison, c'est un lieu de couloir. D'abord, les Nations Unies, c'est un lieu de couloir. Avant tout, contrairement, on dit Assemblée Générale, mais c'est un lieu de couloir. Il y a aussi une diplomatie hôtelière, ça se passe dans les hôtels, ça se passe dans les couloirs. À part ça, c'est quoi? On dit toujours les Nations Unies, mais les Nations Unies, c'est quoi? C'est un conseil de sécurité avec 5 grandes puissances. Et c'est le problème de fond, il est là. Ça veut dire, quand les gens disent les Nations Unies, quand on dit les Nations Unies, on a l'impression que c'est vraiment toutes les Nations Unies, on pense au mot réel, alors qu'en fait, c'est un jeu de grande puissance. Et donc, les conflits que les Nations Unies n'arrivent pas à régler, c'est parce que les grandes puissances ont des intérêts dans un certain nombre de pays. Les choses ne se règlent pas. Mais justement, globalement, votre bilan à chacun, ça serait plutôt l'ONU rend le monde meilleur, a aidé à la résolution d'un certain nombre de conflits, ou pas suffisamment? Moi, c'est pas suffisamment, mais parce que je suis dans mon rôle, je vois ce qui va mal. Donc, évidemment que si d'un coup, on supprimait toutes les missions de maintien de la paix, de casque bleu, je pense que le monde s'en porterait de façon immédiate très mal. Mais il ne faut pas négliger à quel point certaines résolutions ratées ont empiré des conflits, voire ont provoqué des drames. Je pense notamment à l'Afrique des Grands Lacs, je pense à la Somalie et je pense au Proche-Orient où le seul conflit, le conflit mère, enfin le conflit originel qui est à la source de tous les autres, qui est le conflit israélo-palestinien, on en est à je ne sais combien de résolutions qui ne sont pas respectées. Alors on va rentrer effectivement dans les détails de ce conflit israélo-palestinien. Antoine Glaser, quand même, sur ce jugement assez sévère, est-ce qu'on peut quand même faire crédit de quelques résolutions impressionnantes à l'ONU? Oui, non, les Nations Unies, c'est extrêmement important. Vous avez un certain nombre de conflits où, et bien évidemment, même si très souvent les Nations Unies sont utilisées, manipulées, instrumentalisées, que ça soit, enfin moi je vois particulièrement en Afrique, c'est certain que quand les Nations Unies interviennent en Côte d'Ivoire, avec là on voit le Darfour par exemple, des mandats, etc., c'est évidemment que ça sert de cache-chèque à la France quelque part. Mais en même temps, c'est vrai que c'est important qu'il y ait un cadre quand même général où il y ait des décisions qui sont prises par les grandes puissances, et ça se fait dans le cadre des Nations Unies. C'est vrai que que ça soit en Centrafrique, au Tchad ou ailleurs, on ne peut pas imaginer, on ne va pas continuer la politique, par exemple, coloniale. Là, donc le c'est Darfour, important. pour vous, c'est une des choses que l'ONU, finalement, où elle était très présente et a promu une solution pour le Darfour. Non, encore une fois, le Darfour, ce qui avance sur le Darfour, c'est parce qu'en particulier les Américains et les Français ont décidé de s'entendre pour faire avancer le projet. Donc on se tourne vers les Nations Unies. Le problème des Nations Unies, c'est
c'est pas le décideur, ce sont des grandes puissances qui sont au Conseil de sécurité. Quand les Russes, les Chinois, les Américains, les Européens s'entendent, il y a des conflits qui progressent. S'ils ne s'entendent pas, vous avez les Chinois qui ont toujours bloqué sur le Darfour, vis-à-vis du Soudan, ça ne progresse pas. Alors c'est vrai que M. Ayad soulignait un peu l'impuissance de l'ONU de résolution en résolution au Proche-Orient. Pourquoi est-ce que justement l'ONU ne parvient pas à une résolution? Parce que c'est un problème complexe probablement, mais est-ce que ça a trait aussi à son rôle dans le monde? Là, je reprends entièrement ce que disait Antoine Glaser, c'est-à-dire que les Nations Unies, c'est des visages des gens, des pays qui défendent leurs intérêts. Au Proche-Orient, tout le monde sait que Israël et les Américains, principal allié, ne veulent pas d'une résolution internationale de ce conflit, mais d'une résolution uniquement bilatérale, c'est-à-dire Israël-Syrie, Israël-Liban, Israël-Jordanie, comme ça a eu lieu, la Jordanie, Israël-Égypte, et puis Israël-Palestinien. Bon, donc le cadre des Nations Unies n'est pas un cadre. Donc chaque fois qu'on passe des résolutions, Et le quartet de Tony Blair, alors vous pensez que ça fait... Le quartet de Tony Blair, il existe depuis 2003. Ouais. Il avait promis un État palestinien en 2005, nous sommes en 2007. Je veux dire, plus on avance et plus on recule dans cette histoire. Moi, je ne m'en tiens pas, je peux pas m'en tenir aux déclarations de Tony Blair qui commence son job. Donc, il a très envie que ça se passe bien et il a envie que, il va pas commencer en disant de toute façon on part du fond du gouffre. Mais ça, il est dans son rôle. Mais maintenant, est-ce que c'est une sorte d'aveu d'échec, le Proche-Orient pour vous, de l'ONU, ou pas, ou plus généralement des nations politiquement? L'ONU n'est pas outillée pour résoudre quelque chose d'aussi grave que le Proche-Orient. Voilà, lorsqu'il y a quelqu'un qui décide et quelqu'un de poids, c'est-à-dire les États-Unis, à une époque la Russie a été un grand joueur aussi, qui décide que il n'y a pas intérêt à régler, ou il y a intérêt à régler d'une certaine manière, et entre soi uniquement, tel problème, ça ne passe pas à l'ONU. Vous pouvez faire des résolutions comme la 242 qui promet le retour des territoires. Au moins, ça sert de référence. Voilà. L'ONU est un cadre de référence et en ça, c'est important. Mais Antoine uniquement de référence. Oui, c'est un cadre. C'est vrai qu'on ne peut pas se passer des Nations Unies, mais c'est vrai que les Nations Unies n'évoluent pas suffisamment vite, que ce soit en particulier sur le plan économique. Ils n'ont pas du tout réglé non plus la cassure entre le Nord et le Sud. C'est absolument anormal qu'il n'y ait pas plus de représentation de l'Amérique latine, de l'Afrique et d'un certain nombre de pays. Bien sûr, on est au niveau des conseils de sécurité. Il y a une nécessité d'une réforme, il y a une nécessité aussi au niveau économique d'une façon globale. Et c'est vrai aussi, enfin ça rejoint un peu aussi ce que dit Christophe sur le fait que quand une grande puissance décide d'intervenir seule d'une façon unilatérale, les Nations Unies n'ont plus leur mot à dire parce que toutes les résolutions par cette grande puissance seront bloquées, surtout quand il s'agit de la Chine, de la Russie ou des États-Unis. Alors pourquoi, selon vous, ça marche parfois mieux en Afrique ? Ça marche parfois mieux d'abord dans des pays, souvent ce sont dans des petits pays, et surtout quand vous avez un acteur secondaire, comme par exemple la France, mais même la France en Côte d'Ivoire, finalement ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui se sont entendus, qui ont doublé un peu la France, les Nations Unies et tout le monde. Ça marche en Afrique quand vous avez à un moment donné une possibilité de travailler dans un certain cadre. C'est vrai qu'en Afrique, les anciennes puissances coloniales n'interviendraient pas en Afrique s'il n'y avait pas le cadre des Nations Unies. Là-dessus, on peut reconnaître aux Nations Unies que ça permet une intervention dans des zones comme ça humanitaires pour pacifier un certain nombre de conflits. Mais il ne faut pas croire que ce sont les Nations Unies. C'est quand les gens eux-mêmes dans les pays... Pas tout seuls, mais avec l'aval des Nations Unies, c'est important quand même. Alors c'est bien souligné quand même. En Afrique, l'intérêt par endroit, et c'est triste, mais c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'État. Donc au Libéria, vous êtes face à un moment, face à une sorte de vide où les Nations Unies comblent ce vide, mais en prenant tout en charge. La sécurité, les routes, la nourriture, la santé, tout. Et là, au Libéria, on a reconstruit un pays en y mettant les moyens. Mais c'était un tout petit pays de 2,5 millions, 3 millions d'habitants. Ça ne restaure pas l'image de l'ONU à vos yeux totalement. Non, parce que vous avez d'autres exemples où on a empiré la situation. Je veux dire, la Somalie, qui était un assez petit pays, où le problème était très compliqué localement, mais où tout le monde était d'accord pour aller intervenir.
on a rendu le conflit inextricable. Plus personne ne veut mettre les pieds dans ce pays qui regorge d'armes et où on accumule bourde après bourde pour finir par en faire une sorte de truc absolument insoluble. Il y a des réussites des Nations Unies, c'est l'humanitaire. Au Darfour, au bout de 2 ans, 1 an et demi de conflit, vous avez vu débarquer 15 000 travailleurs humanitaires. C'est sans précédent. Ça n'est jamais arrivé. Alors, en revanche, la résolution du conflit du Darfour, par l'ONU, je n'y crois pas. C'est tant que les gens du Darfour ne veulent pas. Et puis surtout... On voit bien, si vous voulez, surtout sur le Darfour, on voit à partir du moment où les Européens essayent de se mettre d'accord, en particulier la France pour monter à la frontière du Tchad et du Soudan, une force de 4000 hommes, dont 2000 sans doute français, avec un QG au Mont-Valérien à Paris, vous voyez bien qu'il y a un vrai problème. En attendant que la grosse cavalerie des Nations Unies arrive, on voit les limites des Nations Unies. Encore une fois, les Nations Unies, ça ne veut... C'est parfois... Combien de divisions on a entendu pour la machine. Mais alors, comme disait effectivement le machin, en l'occurrence, est-ce qu'il sert tout de même de cadre, vous l'avez dit, cadre juridique important, est-ce qu'il sert aussi effectivement de référent? Et aujourd'hui, comment vous voyez les choses? Imaginons qu'il n'ait pas été créé à la sortie de la guerre. Imaginons, est-ce qu'aujourd'hui ça marcherait mieux en bilatéral? C'est un petit peu la question que je vous pose. Posons la question de principe. Non, mais je pense qu'il est indispensable d'avoir un endroit où on puisse se parler et être entendu de tous. Sinon, on aurait quoi? L'OTAN, le pacte de Varsovie qui s'est écroulé, Non, il faut le système un pays, une voix. Voilà, il faut un seul endroit. Vous avez même moins d'1 million d'habitants, mais vous êtes représenté aux Nations Unies. Vous avez un endroit où, parce que le bilatéral pur, c'est la loi du plus fort, c'est tout. Ça va être une histoire de rapport de force pur. Je ne crois pas que c'était souhaitable, mais même les Américains n'en voulaient pas à l'époque, en 1945. Et le risque maintenant, c'est OTAN contre Nations Unies. Ça veut dire plus l'OTAN va se renforcer. C'est-à-dire que vous allez avoir une Nations Unies des Blancs, riches, l'OTAN. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, les Nations Unies, c'est pour vous la chance du multilatéralisme contre ce qu'on a dit l'hyperpuissance américaine? Tout dépend de son intervention ou non. Vous dites tout dépend de son intervention ou non, parfois, au Proche-Orient par exemple, mais dans d'autres cadres, il y a la place pour le multilatéralisme, où il doit y avoir plus de place pour cette ONU, avec cette vocation? Ça continue. Du moment qu'il n'y a pas d'enjeu fondamental, effectivement, à ce moment-là, les Américains laissent fonctionner les règles de l'ONU tant que ça ne leur coûte pas très cher et tant que ça ne leur coûte pas des hommes non plus. Parce qu'il faut voir, l'ONU, c'est aussi, à l'image du monde du travail, vous avez le prolétariat, c'est-à-dire des pays qui fournissent des hommes pour le maintien de la paix, le Bangladesh, le Sénégal, qui ont des armées qui sont correctes, bien formées, qui trouvent un intérêt, d'abord occuper leurs militaires, et puis deuxièmement, gagner un peu d'argent. Maintenant, il serait bien surtout que des organisations régionales où les gens ont un intérêt propre et immédiat, par exemple l'Union africaine en Afrique, s'occupe du règlement de leurs problèmes, comme l'Union africaine et l'Union européenne en Bosnie. Il faut des relais aux Nations Unies. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les Nations Unies servent de substitut à tout. Je veux dire, en Afrique, très souvent, les Africains ne se prennent pas en charge et attendent les Nations Unies. Mais les Nations Unies, encore une fois, c'est de l'argent, ce sont des hommes. Et après, quand ils vont avoir des troupes qui ne sont pas disciplinées, les Nations Unies n'ont pas les moyens de faire toutes les opérations de maintien de la paix. Donc il y a des relais. Encore une fois, vous allez voir que le Darfour, c'est parce qu'il y a une volonté politique de 2-3 pays. Ça marche mieux peut-être avec des petites organisations plus locales. Vous croyez davantage à ce type de résolution? Je crois surtout qu'il faut à chaque fois bien expliquer qu'est-ce qui se cache derrière les Nations Unies. Alors il nous reste 30 secondes pour conclure à deux, c'est peu. En un mot, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette 62e Assemblée? Moi, personnellement, je sais pas, pas grand-chose, mais je suis curieux de voir Ahmadinejad, vu la conjoncture. Je suis curieux de voir aussi ce qui va sortir sur le Kosovo, parce que l'échéance approche. Qui va parler alors que voilà, George Bush ne parlera pas. Et je suis curieux de voir sur le Darfour, parce que il faut maintenant faut rentrer dans le concret. C'est la plus grosse mission de maintien de la paix. Finalement, vous en attendez pas mal de choses l'un et l'autre. On adore les Nations Unies. Voilà. En tout cas, vous les suivez de près. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir regardé. Rendez-vous demain pour un nouveau Face à Face.